Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nouvelle pédagogie. Collection dirigée par Jean-Max Méjean. À l'heure où l'école est sur tous les fronts, critiquée de toutes parts et même remise en question dans sa forme et quelquefois son utilité, cette collection voudrait interroger tous les acteurs du système éducatif qui réfléchissent et ne se laissent pas aller à la morosité ambiante. S'il est vrai pourtant que la pédagogie a du mal actuellement à se régénérer, et si nous sommes plus enclins à la régression qu'à la progression. Abandon de la méthode globale, abandon du collège unique, apprentissage à 14 ans, etc. Il existe encore des pédagogues qui tentent l'innovation et c'est eux que nous allons chercher afin qu'ils témoignent, humoristiquement, violemment, désespérément. Entre billets d'humeur, pamphlets et exhortations, il faudrait que la collection puisse réveiller le corps enseignant, mais aussi les élèves et les enseignants afin que tous comprennent la nécessité de se réapproprier vite cette école, ferme indispensable de toute société et de toute culture. Où est le temps de la paideia? Où sont passées les utopies de 68? Pourquoi la guerre partout dans nos écoles, et cet étalage gras de la violence dans les médias? Au secours! On est en train de nous saborder parce que la société va mal et parce que l'on n'a pas d'autre alternative à proposer à la jeunesse. Déjà paru. Frédéric Montandon, Les enfants et la musique. Vision de parents sur une activité extrascolaire, 2011. Gwenaël Guillerme, vous êtes sur Radioclip. Abécédaire d'une radio scolaire, 2009. Philippe Maric, L'enseignement individuel. Une alternative à l'échec scolaire, 2009. Jean-Paul Closquinet dire, Chronique ordinaire d'un lycée différent 2007. Philippe Bourdier, Un grand écran pour les lettres, le cinéma et l'enseignement du français 2008. Bénédicte Parmentier, Flux et reflux, des adolescents à la maison de retraite 2008. Remerciements. Tous nos remerciements à mesdames Nadia Madjoubi, Christiane Maison et Françoise Bayard, nos infatigables lectrices, pour leur perspicacité et leurs précieux conseils. Nous remercions également Monsieur Jean-Max Méjean pour la qualité de son écoute, sa patience infinie, sa grande disponibilité et son attachement désintéressé à la cause des professeurs documentalistes. Avant-propos, espace de fou. Je ne sais pas si ce livre est fou, mais je rejoins Chesterton lorsqu'il disait que le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison. Et je crois en effet que ce qui resterait au professeur documentaliste si on devait continuer à fragiliser son équilibre professionnel, c'est bien sa part de folie. Entre raison et folie, un bel univers en tension entre, d'une part, les évolutions techniques et d'autre part, les pressions institutionnelles qui veulent faire du CDI et du professeur documentaliste une sorte de remède à tous les maux. Paradoxalement, cet état instable voire menaçant a obligé les professeurs documentalistes à étudier un grand nombre de questions diverses et variées, ce qui a parfois permis de renforcer leur légitimité. Beaucoup ont pu ainsi étoffer leurs propres compétences et leur panoplie d'intervention. Le présent ouvrage n'y fait pas exception. L'inscription du CDI dans ces univers fluctuants en fait un objet évoluant et à géométrie variable, et ce sans pour autant tomber dans la perspective du Learning Center, qui n'est en fait qu'une redécouverte par nos collègues anglo-saxons de la perspective pédagogique inscrite dans le document et la documentation. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les CDI se sont développés en France, car la documentation est un terme peu connu ailleurs que dans la francophonie, où on lui préfère bien souvent celui de sciences de l'information et des bibliothèques, li égale library and information science. La bibliothèque marque un attachement étymologique et physique à la notion de livre, ce qui n'est pas le cas dans la perspective des centres de documentation bien davantage tournés vers le document et l'information. Le cas particulier des CDI réside dans le fait que c'est la dimension d'apprentissage qui est soulignée. En cela, les Learning Centers ne sont que des redécouvertes de ce qui se produit en France depuis bien longtemps. Et sans doute certains collègues ont raison de craindre que le risque ne soit au final, que le CDI ne devienne un lieu où on n'y fait en fait plus grand-chose, un Glanding Center comme l'évoquent parfois les listes de diffusion. Il est donc opportun de rappeler cette place historique du CDI dans l'histoire de la documentation, et de bien considérer que la documentation constitue un territoire d'apprentissage de toute nature. En cela,
Le CDI a dès le début constitué un lieu alternatif, dans la mesure où les processus ne sont pas ceux du cours traditionnel. Cette logique demeure où il s'agit de le concevoir comme un moyen d'apprendre de différentes manières, ce qui n'exclut pas pour autant des méthodes plus classiques. Il est vrai qu'actuellement, se pose à nouveau la question de l'avenir des CDI. Faut-il les faire disparaître pour privilégier une approche davantage numérique ? Faut-il les décentrer finalement en disséminant la culture de l'information, dans les savoirs disciplinaires ? Faut-il changer totalement les lieux pour faire des établissements des CDI géants, comme c'est plus ou moins le souhait de Bruno de Vauchel ? Ces réflexions suscitent débat et expérimentation. Bref, il y a vraiment de quoi devenir fou. Et pourtant, paradoxalement, cette incertitude peut être encore source d'imagination et d'innovation car peut-être plus que le lieu, fût-il richement doté et architecturalement bien conçu, ce sont particulièrement les projections pédagogiques des acteurs qui permettront la réussite des diverses initiatives et qui susciteront le plaisir d'apprendre et de comprendre des élèves. Voilà pourquoi ce livre montre un certain enthousiasme, une volonté d'aller au-delà des injonctions institutionnelles. S'il devait y avoir une liberté pédagogique affirmée, ce livre en serait un bel exemple. D'ailleurs, ces lieux ne sont pas que la demeure réservée du professeur documentaliste, mais davantage le lieu partagé où à chaque recoin de nouvelles portes doivent s'ouvrir. J'avais d'ailleurs placé sur la porte du CDI du collège dans lequel j'exerçais en Basse-Normandie, à Isigny-le-Buat, 2 citations en exergue. La première est la même que celle qui se trouve à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château. Terribilis et locus ist. Ce lieu est terrible car s'y trouve savoir et connaissance si bien que celui qui y pénètre en sortira nécessairement changé. En cela, j'ai toujours considéré que celui qui rentrait dans le CDI devait s'y trouver transformé, si possible en bien, c'est-à-dire augmenté dans ses connaissances mais aussi très souvent en reconnaissance. La seconde, la porte étant dedans, se trouve initialement au-dessus de la porte de la petite église de Tréoranteuc. Et je crois que c'est bien là l'essentiel. Bien d'autres portes se trouvent au sein du lieu CDI comme c'est le cas dans bien des bibliothèques. Cela signifie aussi qu'il ne suffit pas de rendre ce lieu plus agréable et plus attractif, ce qui est certes plus que souhaitable, mais il faut surtout donner les moyens et donc les clés pour ouvrir les autres portes. C'est principalement le rôle du professeur documentaliste et de ses collègues enseignants, mais c'est aussi le but de l'élève de parvenir à décrocher des clés. C'est aussi pleinement un lieu où les élèves apprendront parfois par eux-mêmes, mais très souvent par transmission entre camarades. Les transmissions sont donc diverses. Il peut être étonnant de lire 2 exergues religieux dans un établissement public. Mais ce n'est pas le caractère sacré qu'il faut y voir, mais plutôt le sens religieux au niveau étymologique. Religion signifie ce qui relie et donc crée du lien. C'est à mon sens pleinement le rôle du CDI et du professeur documentaliste, d'impulser une dynamique de création de liens. En cela, il s'agit de permettre à l'élève de se situer et de trouver de quoi se constituer sa culture personnelle d'honnête homme, telle que la conçoit Hannah Arendt. En toute occasion, nous devons nous souvenir de ce que pour les Romains, le premier peuple à prendre la culture au sérieux comme nous, une personne cultivée devait être quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé. Finalement, on le voit, tout semble confiné plutôt au décentrage, ce qui ne signifie pas pour autant dispersion et absence de cohérence. En effet, il apparaît opportun de travailler sur comment créer des liens et leur donner du sens dans de nouvelles logiques hypertextuelles. Ce n'est donc pas sur le centre qu'il faut insister mais plutôt sur ce qui fait lien. À l'inverse des logiques de décentrement, on observe celles qui tendent vers les convergences médiatiques. En effet, la recherche d'informations, la lecture d'informations et la publication d'informations se déroulent autour d'une convergence d'outils que sont les moteurs de recherche, les blogs, les wikis, les forums et les réseaux sociaux parmi les plus importants. Cette convergence est clairement d'essence numérique et liée à l'accroissement des moyens de se connecter. À cette convergence dans les usages et les outils, il est tentant de répondre par une convergence de la formation. Les segmentations autrefois opérationnelles entre les différentes littératies, notamment informationnelles et médiatiques, ne sont pas idéales et optimales pour comprendre et former les usagers. Ce constat avait été déjà fait par Alexandre Serre,
qui en appelait au rassemblement de la formation à l'information, la formation à l'informatique ou tout au moins aux outils informatiques et l'éducation aux médias. Il faut donc prendre toute la mesure de la numérisation et de la généralisation d'Internet et des TIC à toutes les sphères de la réalité, et repenser, à partir de là, les littératies informationnelles. Autrement dit, il faudrait faire une révolution copernicienne dans la conception et la définition des différentes formations à l'information. Partir de la réalité des pratiques et des techniques de l'information, des enjeux qui leur sont liés et bâtir ensuite une culture informationnelle globale, intégrant toutes les dimensions de l'information, notamment ces trois cultures spécifiques, portant d'une part sur les médias, la documentation et les bibliothèques, d'autre part sur l'informatique et les outils. Il faudrait y intégrer l'éducation aux images, plus que jamais nécessaire à l'heure de l'explosion des documents vidéo. Il resterait à y ajouter la cinquième dimension, essentielle, la dimension communicationnelle. Le CDI est depuis longtemps un lieu de convergence. Cette prise de conscience de l'influence et de l'intérêt des médias n'est pas non plus nouvelle. Simplement, de plus en plus le numérique facilite et oblige à une formation plus complète et plus ambitieuse qui comporte davantage de phases de production de contenu. Les expériences d'utilisation décrites ici s'inscrivent dans cette lignée. C'est d'ailleurs pleinement la dimension communicationnelle évoquée par Alexandre Serre qui peut prendre forme dans des travaux qui permettent de réaliser des processus complets et aboutis en matière de traitement et d'analyse d'informations, jusqu'à sa diffusion que ce soit sous la forme d'un journal papier, sous une forme radiophonique ou sur un site web dédié. Cette phase de production change également le rôle de l'enseignant qui prolonge souvent son action en dehors des temporalités classiques, et qui effectue de la médiation sous forme numérique pour valider et corriger les contenus produits par les élèves. Cette médiation est bien évidemment plus individualisée, et permet de mieux suivre la progression des élèves et de les motiver davantage. C'est en quelque sorte le prolongement numérique de l'effet maître, un effet qui concerne également les professeurs documentalistes qui peuvent jouer d'une position souvent originale dans la transmission. Cette position originale mérite un réinvestissement au sein des espaces numériques, notamment pour prolonger l'action de formation à l'information et aux médias qui ne s'opère que trop souvent à la marge et dans une fréquente impression de bricolage. Certes, on peut y trouver un état d'esprit propice à l'innovation et les actions décrites dans cet ouvrage sont là pour en témoigner, mais on peut surtout regretter, si ce n'est parfois un manque de reconnaissance pour les projets mis en place ayant permis de belles réussites, du moins un manque de cohérence qui conduit à différents niveaux de formation à l'information et aux médias selon les établissements. En effet, la culture de l'information souhaitée par de nombreux acteurs n'a pas obtenu encore la place qu'elle mérite dans les cursus. Pour cela, un travail de rationalisation est sans doute à produire tant la culture de l'information repose sur des temps longs et donc des actions parfois lourdes à mener lorsqu'il s'agit de mêler recherche de l'information, analyse et évaluation puis production. Cela implique des projets qui sortent des séances trop courtes et à la marge pour aller vers des démarches qui comportent obstacles, défis, objectifs et productions qui démontrent une progression et qui peuvent autant constituer des mises en valeur, c'est-à-dire étymologiquement des évaluations, des élèves et par ricochet, des enseignants. Les actuels projets de recherche au sujet d'une translittératie démontrent cette richesse d'interaction que le numérique accélère. La translittératie est définie comme l'habileté à lire, écrire et interagir par le biais d'une variété de plateformes, d'outils et de moyens de communication, de l'iconographie à l'oralité en passant par l'écriture manuscrite, l'édition, la télé, la radio et le cinéma jusqu'aux réseaux sociaux. Le CDI et le professeur documentaliste sont donc amenés à opérer au sein de nouvelles transes. Cela donnera peut-être une énième suite à cet ouvrage. Sans doute l'objectif le plus important, pour ne pas dire le plus fou, c'est d'être désormais vraiment pris au sérieux par l'institution et les collègues, tout en demeurant toujours un peu fou, c'est-à-dire sans jamais vraiment se prendre trop au sérieux soi-même. Ce qui signifie que les coups de folie ne sont pas finis. Olivier Ledeuf. Maître de conférences en sciences de l'information, Université de Bordeaux 3, Laboratoire MICA. Professeur documentaliste toujours dans l'âme et raisonnablement fou. Préface, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Au cinéma, le succès d'un premier film fait craindre un second souvent moins bon.
Mais la documentation, ce n'est pas du cinéma. Et ce deuxième tome de C'est fou tout ce qu'on peut faire au CDI s'inscrit parfaitement dans le prolongement du succès du premier livre. Avec son titre clin d'œil, en forme de slogan joyeux, il nous propose une image volontariste du documentaliste. Depuis l'émergence de la profession, il y a eu toute une littérature traitant des aspects théoriques ou techniques du métier. Elle est passionnante et irremplaçable car elle muscle la réflexion sur notre profession encore très jeune. Mais peut-être y a-t-il place aussi pour un dispositif très simple, un peu comme un café documentaire, où chacun peut prendre la parole à son niveau avec ses mots et dire « Moi j'ai fait ça, voilà comment. Eh bien moi j'ai choisi de faire ceci pour telle raison. » Ce livre de témoignages professionnels remplit ce rôle. Il est facile d'accès et témoigne de la variété des approches possibles du métier. Chacun peut y trouver son bonheur de lecture, à la fois s'y retrouver et découvrir d'autres horizons, d'autres façons de faire et d'autres raisons de le faire. D'une certaine manière, il réintroduit aussi la personnalité du documentaliste souvent effacée derrière la fonction ou la réflexion théorique. Au fil des pages, on découvre des témoignages incarnés, les satisfactions mais aussi les difficultés du quotidien, la variété des parcours et des motivations, une certaine spontanéité aussi qui donne de l'authenticité aux propos. On pourrait s'étonner qu'à l'heure du numérique il faille un livre pour réaliser un tel projet. C'est comme si l'écrire dans un livre lui donnait plus de netteté qu'un blog ou une plateforme d'échange sur Internet. Le livre est là, situé, daté, offrant un contrat de lecture à qui veut bien s'en saisir. C'est donc quelque chose comme un journal à plusieurs mains, ou mieux encore une mosaïque de discours retraçant les très riches heures du CDI. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je reprends en la détournant un peu la question qui introduit le CDI mode d'emploi, une des contributions de ce livre. Bien sûr la question, hors contexte, est un peu désinvolte, mais elle permet de retrouver la fraîcheur de l'étonnement pour qui découvrirait ce lieu disons original, qu'est un CDI, ni bibliothèque ni salle de classe, avec un enseignant qui n'a pas d'élèves, mais qui potentiellement les a tous, un enseignant certes, mais sans programme scolaire, à ceci près qu'il les connaît tous. On n'en finirait pas de lister ces particularités qui nous paraissent désormais aller de soi. Pourtant, elles déconcertent et enchantent à la fois les collègues enseignants européens ou étrangers lorsqu'ils visitent cette spécificité française. Autre étonnement, celui que l'on perçoit dans le regard des élèves de 6e qui arrivent au collège. Le CDI, cet endroit qu'ils découvrent avec convoitise en début d'année, symbolise le passage à une autre modalité d'acquisition du savoir. Peut-être participe-t-il même à une forme de rite d'initiation, d'où leur investissement massif du lieu et leur réponse enthousiaste à l'offre documentaire. Deux axes traversent ce deuxième tome auquel j'ai été particulièrement sensible. D'une part, une attention à l'éducation aux médias et d'autre part, une interrogation sur le choix personnel du métier de documentaliste. À propos de la première thématique, au Clémy où je travaille, on est de longue date conscient du rôle central du documentaliste dans l'éducation aux médias. D'un point de vue très concret, la semaine de la presse et des médias à l'école s'est toujours appuyée sur les documentalistes qui, de l'inscription à la réception des exemplaires, s'investissent matériellement, tandis que parallèlement, ils fournissent l'ingénierie pédagogique et la créativité pour animer cette semaine de la presse. Mais tout au long de l'année, ils sont bien sûr et toujours les relais naturels de l'éducation aux médias, la polysémie du mot information, à la fois infodocumentation, infonews et également data news, joue en faveur d'une prise en charge de l'éducation aux médias par les documentalistes. En effet, les démarches intellectuelles de l'éducation aux médias s'inscrivent parfaitement dans celles de la documentation critique. Analyse du document, des sources, des discours, examen des conditions de production du message, souci de sa restitution. L'éducation aux médias, qui n'est pas une discipline, s'est investie tout naturellement dans des démarches transversales. La tension discipline-transversalité est quelque chose de très parlant pour les documentalistes. Remarquons d'ailleurs que l'essor de l'éducation aux médias et celui de la documentation se sont faits parallèlement, dans le même climat intellectuel des 2 dernières décennies du XXe siècle. Pour ce qui est de l'autre thématique, celle du choix du métier, on découvre à la lecture de ce second tome tout un kaléidoscope de bonnes raisons d'embrasser la carrière. Rapport différent à l'élève, pédagogie de l'autonomie et de la responsabilité, créativité, position singulière au sein de l'établissement.
Y en a-t-il de mauvaises? À voir l'investissement des documentalistes au quotidien, on en doute. Mais à côté des grandes bonnes raisons de choisir ce métier, il y a aussi tout un assortiment d'autres raisons qui relèvent des goûts des livres et de leur environnement, de la communication, le faire et le faire savoir, de la vie culturelle, goût d'animer un lieu, goût à la fois de l'accueil et de l'ouverture, dans toutes les acceptions du terme. Ainsi, la profession s'est constituée en défendant non pas des territoires, mais des enjeux, au premier rang desquels se trouve l'enjeu pédagogique. Le statut de professeur documentaliste, merci la FADBEN, est une de ses ambitions, à réaffirmer constamment. Les nouveaux enjeux nés de la révolution numérique représentent également un défi pour la profession. Refusant à la fois le technicisme et l'ébahissement devant la modernité, les documentalistes ont su prendre le tournant du numérique en l'incluant dans leur mission générale d'éducation critique à toute source d'information. En même temps, le pragmatisme au quotidien est un des traits du métier et presque une philosophie. Je me souviens dans un collège parisien d'un CDI relégué au sous-sol, coincé entre la cantine et les toilettes et de plus, exigu. La documentaliste faisait un travail remarquable, réussissant à retourner en atout, en termes de fréquentation, une situation pour le moins désavantageuse. J'ai moi-même eu l'occasion de développer cette capacité au pragmatisme. Lors de mon premier poste, tout frais et moulu du CAPES, j'ai sursauté lorsque la principale m'a accueilli devant les collègues d'un tonitruant. « Ah, voilà notre bibliothécaire », ajoutant dans la foulée avec un grand sourire, « Les manuels scolaires sont arrivés. » J'avais juré que jamais, au grand jamais, je n'accepterais de transporter le moindre manuel scolaire, et je me retrouvais à charrier des piles de livres. Ce qui m'a ouvert les portes et les cœurs des enseignants tous mis également à contribution. Reniement? Non, adaptation au réel. Quelques semaines plus tard, les mêmes enseignants parlaient de mon CDI, expression qui certes me hérissait, mais où je m'efforçais de voir, loin d'une appropriation, du moins une identification claire du lieu à défaut du projet qui le sous-tendait. Une des enseignantes m'avait d'ailleurs gentiment déclaré en début d'année qu'elle ne travaillait jamais avec le documentaliste. En cours d'année, à la faveur d'un projet sur Pompéi avec des cinquièmes, la position de principe s'était quelque peu effritée et j'avais réussi à la retourner en lui faisant découvrir les horizons chimériques de BCDI. Mais en fin d'année, alors que je devais quitter l'établissement, elle m'avouait « Je ne travaillerai pas avec le ou la prochain documentaliste. » Cette année, c'était différent. Bon, le combat n'était pas encore gagné et la personnalisation a ses limites. Il faut dire qu'ensemble, avec elle et ses élèves, nous avions interviewé en direct et en latin Pline le Jeune, dîné dans une taverne romaine la veille de l'éruption, joué les reporters vulcanologues à quelques mètres d'un fleuve de lave sur les pentes encore fumantes du Vésuve. Forcément cela crée des liens. Vraiment c'est fou tout ce qu'on arrive à faire au CDI. Bruno Rigotard. Documentaliste au Clémy, centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Partie 1 Les pratiques pédagogiques. Les collégiens, artistes et philosophes. Sylvie Leclerc-Reynaud, professeure documentaliste. Collège et lycée Saint-Thomas de Villeneuve, Chaville, Hauts-de-Seine. Depuis septembre 2010, les élèves d'une classe de 5e travaillent simultanément sur les arts plastiques et la philosophie. Je travaille en partenariat avec un professeur d'art afin de faire réfléchir les élèves à leur rapport à la loi. Les séances de philosophie débouchent sur la production par les élèves d'une œuvre plastique. Ce travail en commun qui mêle les arts et la philosophie présente de multiples avantages. Cependant, si de nombreux points ont été améliorés grâce à une réflexion continue, une interrogation subsiste. Comment promouvoir à l'école une culture de questionnement? Autrement dit, comment susciter chez les élèves le désir de savoir? L'enjeu est énorme et c'est ce qui explique certainement que la solution est complexe. Les élèves sont répartis par groupe de 6 et participent à un atelier de philosophie pendant 4 semaines, 1 heure hebdomadaire au CDI. En parallèle, durant ces 4 semaines, ils travaillent chez eux à la confection d'une œuvre artistique. À la 5e séance, les élèves présentent à l'ensemble de la classe leur production en art plastique. Nos objectifs. Il s'agit en art plastique, d'inviter les élèves à réinvestir par une production plastique personnelle, les notions étudiées en classe durant l'année, perspective, plan, cadre, etc.
Les élèves disposent d'une grande liberté technique, crayons, pastels, feutres, peinture mais aussi collage. En philosophie, nous souhaitons faire prendre conscience aux élèves qu'ils sont tous riches d'une pensée et par là, renforcer leur capital de confiance en eux. Il s'agit également de développer chez eux des talents de communication, en leur laissant la possibilité d'exprimer leurs pensées et d'écouter celles de leurs camarades. Comment se déroule l'atelier de philosophie ? Nous commençons par faire émerger les représentations en leur posant la question : qu'est-ce que pour vous la philosophie ? C'est penser dans sa tête à des choses de la vie. Ou encore, c'est parler un peu comme Newton, essayer de comprendre comment ça marche. Ou bien nous entendons également : c'est quelque chose qui nous apprend à parler d'un sujet vaste, de pas très précis. Nous partons de leur représentation pour chercher à affiner leurs pensées en leur rappelant que la philosophie consiste à s'interroger sur des questions qui en effet, sont souvent assez générales, la liberté, le bonheur, la force, etc. Puis nous leur exposons le déroulé de l'atelier. Vous allez réfléchir, à partir d'une fable, à des questions philosophiques. Nous précisons qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dès lors qu'elles sont sincères. Nous enchaînons en rappelant les règles de base à respecter. D'une part, personne n'est tenu de prendre la parole s'il ne le souhaite pas. En revanche, il est capital d'être attentif à la parole de l'autre. D'autre part, il est formellement interdit, la règle est martelée, de se moquer de celui qui énonce sa pensée. Enfin, pour détendre, nous rappelons que si la production en art plastique est notée, l'atelier de philosophie, quant à lui, ne débouche pas sur une note chiffrée. En revanche, nous évaluons tout de même l'attitude des élèves qui jusqu'à présent s'est toujours révélée très positive. Pour faciliter l'attention à l'autre, les élèves sont assis en cercle afin que tous puissent se voir. Puis, nous demandons à 2 élèves volontaires de prendre le rôle de président de séance d'une part et de rapporteur d'autre part. Le rôle du président et du rapporteur de séance. Afin d'améliorer l'écoute, essentielle dans la communication et pas toujours mise à l'honneur, un élève est chargé de distribuer la parole aux élèves en leur tendant ce qu'on appelle un bâton de parole, un simple crayon de couleur surmonté d'une chouette, symbole de la philosophie. Le président de séance respecte un certain nombre de règles. Il donne la parole à l'élève qui lève la main, il privilégie celui qui ne s'est pas encore exprimé enfin. Il incite les élèves à prendre la parole. Tu veux dire quelque chose, Pierre ? Ainsi, son rôle d'animateur relève de la médiation et aucunement d'une prise de pouvoir. Il est un facilitateur. Tous les élèves sont volontaires pour prendre ce rôle qu'ils affectionnent particulièrement. À la fin de la séance, nous demandons au président de séance de dire comment il a vécu cette expérience. C'est agréable, mais pas toujours facile car il faut se rappeler qui a déjà parlé afin de distribuer la parole de façon équitable. Ou encore, au départ j'étais un peu stressé, mais après ça allait mieux. C'est bien car cela fait tourner la parole. Puis, nous demandons également à un autre élève volontaire de prendre le rôle de rapporteur. Il s'agit, en fin de séance, de faire oralement un résumé de tout ce qui a été dit. Ici, en règle générale, aucun élève ne se porte volontaire. Aussi, nous proposons souvent de faire la synthèse de façon collective. Mais alors, sur quel sujet travaillons-nous ? Quelle est l'origine de l'obéissance à la loi ? Nous les faisons réfléchir à partir d'une fable rapportée par Platon, intitulée L'anneau de Gygès. Un berger profite de son pouvoir d'invisibilité pour tuer le roi. Les élèves se demandent alors ce qu'ils feraient, eux, à la place du berger. Au fond, la problématique de cette fable concerne le rapport à la loi, précisément l'origine de l'obéissance.
Qu'est-ce qui fait que j'obéis à la loi? Est-ce la peur de la sanction, amende, punition? Ou bien l'acte d'obéissance se fait-il indépendamment de toute crainte et uniquement par intérêt personnel bien compris? Ou par souci du bien commun? Avant d'aborder cette problématique difficile, un peu abstraite, nous commençons par leur poser des questions simples en restant rivés sur la fable. Tout d'abord, que pensez-vous de l'attitude du berger? Puis doucement, nous nous éloignons du texte en les sollicitant personnellement et en prenant des exemples concrets qui appartiennent à leur univers personnel, l'école. Si vous êtes assidu en cours, est-ce par peur d'être puni ou est-ce pour une autre raison? Si vous ne trichez pas, est-ce par peur de vous faire prendre et d'avoir 0 ou est-ce pour une autre raison? Ou encore, si vous respectez le matériel au collège, dont celui du CDI, est-ce par crainte de la sanction? Puis, nous changeons de registre en nous adressant non plus aux écoliers, mais aux futurs adolescents cette fois. Lorsque vous conduirez un deux-roues, mettrez-vous le casque par peur de l'amende ou pour une autre raison? Les élèves sont détendus et n'ont pas peur de répondre avec beaucoup de franchise. Les réponses divergent d'un élève à l'autre, cependant une réponse revient fréquemment. Si je ne triche pas, si je suis sérieux à l'école, si je travaille, c'est un peu par peur de la sanction et un peu aussi parce que je veux apprendre correctement. C'est 50-50e, précise-t-il. Au fond, la réponse nous importe peu car notre objectif ici ne consiste qu'à les faire réfléchir à leur rapport à la loi. À partir de cette réflexion philosophique, les élèves sont invités à réaliser une production plastique. Une réflexion débouchant sur une production plastique. En art plastique, nous nous situons dans la lignée de la problématique philosophique puisque les élèves ont 4 semaines pour réaliser chez eux une œuvre sur le thème « Moi, invisible au collège ». La consigne est la suivante. Grâce à votre pouvoir d'invisibilité et donc à la possibilité d'échapper à toute sanction, vous pouvez accomplir ce que vous voulez au collège. Racontez-le par une œuvre. Le premier groupe a réalisé une planche de bande dessinée comportant 5 vignettes, le deuxième a produit un tableau et le troisième groupe est en train de confectionner un vitrail. Quelle que soit la nature de l'œuvre, tous les élèves sont amenés à réfléchir à ce qu'ils feraient de leur immense pouvoir d'échapper à toute sanction, étant invisibles. Mais alors, que font-ils de ce pouvoir? Imitent-ils l'exemple du berger qui profite de sa capacité à ne pas être appréhendé, pour bafouer la loi? Les transgressions sont minimes, mais elles existent, ce qui n'a rien d'étonnant car les élèves, en toute honnêteté, précisaient en atelier de philosophie qu'ils obéissaient à la loi en partie par souci du bien commun et de leur intérêt personnel bien compris, mais en partie aussi sous la crainte de l'amende, la punition. Pascal se sert de son pouvoir pour transformer le collège en haras, et satisfaire ainsi sa passion pour l'équitation. Louis, quant à lui, se donne le droit d'aller faire quelques siestes sur la pelouse. Michel profite de son invisibilité pour faire marquer des points à son équipe de football. Cécile change de classe lorsqu'elle ne comprend pas bien un cours. Pierre se sert copieusement à la cantine en prenant quelques desserts supplémentaires. Quant à Grégory, il hésite. Aussi se représente-t-il soumis à la tentation en dessinant un petit diable l'inclinant à transgresser le règlement du collège, et une bonne conscience l'enjoignant à faire le bien. Les points positifs sont ici les suivants. Quels que soient les résultats de leurs travaux, transgression ou non, tous ont été amenés à réfléchir sur l'origine de l'obéissance à la loi et c'est l'objectif que nous nous étions fixés. Autre point positif, du côté des arts plastiques cette fois, tous les élèves ont réinvesti concrètement dans leur propre œuvre des notions étudiées en cours, le cadre, les plans, le relief, les couleurs saturées ou non, etc. C'est ici l'immense bénéfice du travail en partenariat qui mêle plusieurs disciplines. Avantage du partenariat. Les professeurs documentalistes comme tisseurs de liens. C'est un énorme avantage pour nous, professeurs documentalistes, de pouvoir travailler main dans la main avec d'autres professeurs sans trop de difficultés. En effet, nous sommes dans l'établissement suffisamment longtemps pour pouvoir nous adapter aux contraintes horaires des professeurs de discipline. Ainsi, ces derniers peuvent nous confier sans problème une partie de leurs élèves et nous donnent alors la possibilité de travailler dans des conditions idéales, en petits groupes, ce qui nous permet d'être attentifs et de nous adapter à chacun des élèves. Cela crée également un climat serein, sans chahut, et tous les élèves en font la remarque. En effet, tous notent que l'atelier est agréable car l'ambiance est très calme, chacun peut prendre la parole à sa guise et dire ce qu'il veut.
Enfin, nous disposons de l'espace, le CDI, pour faire travailler les élèves en cercle. Ce partenariat qui lie les professeurs entre eux donne aux élèves le sentiment d'être entourés par une équipe éducative soudée. Pour renforcer cet aspect affectif, nous prenons soin de présenter ensemble le partenariat aux élèves. Ainsi, les élèves peuvent nous voir côte à côte parler d'une même voix. À cet avantage affectif s'ajoute un autre point positif. Le partenariat décloisonne les disciplines en montrant qu'elles ne sont pas étanches. Si le rapport à la loi peut se penser au cours de l'atelier, il peut aussi se peindre, se dessiner, se représenter par une œuvre d'art. Enfin, le travail en commun offre une deuxième chance aux élèves. Ceux qui n'osent pas prendre la parole aisément en atelier ont la possibilité de s'exprimer par une autre voie, l'art. Développer une pensée authentique. Un professeur me faisait la critique suivante. Il ne faut pas exagérer, parler d'atelier de philosophie est exagéré. Les élèves à cet âge n'étudient pas Kant. C'est vrai, cet atelier de philosophie n'a pour objectif que de créer un espace de pensée et de parole pour les élèves. Il ne s'agit pas de leur faire un cours nourri par l'histoire de la discipline. C'est précisément ce que nous recherchons. Ne pas réduire la philosophie à l'histoire de la philosophie et des grands courants de pensée. Peut-être éviterons-nous alors la propension des élèves à plagier, à réciter les pensées des autres philosophes sans les avoir assimilées. À cet égard, un ancien élève de terminale nous racontait. Nous, pour préparer le bac philo, nous repérions des citations de plusieurs philosophes pour essayer de les recaser au bon moment. Nous croyons que solliciter les élèves à penser par eux-mêmes pourrait éviter de prendre la posture faussement savante de celui qui, au lieu de réfléchir de façon authentique par lui-même, se contente de jeter ça et là sur sa copie la réflexion des philosophes. Enfin, dernier avantage, pas des moindres, nous croyons également que cela contribue à faire bouger les représentations de l'élève quant à l'acte d'apprendre. En effet, cela l'exerce à ne pas chercher à répondre trop vite, en collant très souvent à l'attendu du professeur, mais qu'est-ce qu'il cherche à nous faire dire ? À prendre son temps, à rentrer en lui-même pour y trouver des richesses personnelles. Bref, à faire le point sur ce qu'il sait déjà. Ce moment nous semble capital car il est bénéfique dans toutes les disciplines. En effet, devant n'importe quelle consigne, il est essentiel pour l'élève de bien la lire, de se l'approprier, de la faire sienne, de la comprendre avant de se lancer tête baissée dans la récitation d'une réponse. Nous le mentionnions, ce temps de réflexion et de silence que nous encourageons dans l'atelier de philosophie peut, de toute évidence, être réinvesti dans toutes les disciplines. Tout d'abord, rentrer en soi-même et faire le point. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.